Tout d'abord, on est très très content et fiers d'être invités à la Cité de l'Argeture. Merci beaucoup Francis et à l'équipe de nous accueillir ce soir. Comme Francis Robert avait déjà dit, HHF, c'est en fait, on est trois partenaires. C'est Thilo Herlach tout à gauche qui n'est pas avec nous ce soir. Et on travaille à Bâle avec une équipe d'environ une vingtaine d'architectes qui viennent de différents pays très internationaux. La ville de Bâle, aussi ça a été déjà dit avant, est une géographique très intéressant. C'est vraiment dans le triangle entre l'Allemagne et la France, avec une situation qu'une partie de la ville est même en France et une partie de la ville est en Allemagne. Et les différents pays, on cherche les différentes infrastructures de mobilité, comme par exemple, on va l'aéroport qui est sur terrain français ou des gares allemandes et français qui sont de terrain suisse. Oui, on n'a pas encore, on n'a pas vraiment donné un titre à cette conférence ce soir, mais on a pris ça comme point de départ pour revoir et rediscuter notre relation avec la France et de montrer un peu les projets que nous, on a, ou bien en France, ou bien avec nos quelques collègues français. Et puis, on était assez surpris, parce qu'on ne s'est pas entendu du tout, que, en fait, le premier projet qu'on avait discuté, même avant qu'on a fondé notre bureau, c'était pour des amis, une famille qui a un petit appartement au quai de Valmy, et qui nous a demandé de penser comment est-ce qu'on pourrait en faire une petite maison, mais il leur manquait encore une pièce, une chambre de bonne pour vraiment pouvoir connecter tous pour un appartement. Et ça a pris 7 ans. Et seulement après 7 ans, on a finalement pu faire cet appartement. Et à ce moment-là, on a travaillé sur le centre de mode à Berlin. Et aussi là, l'élément central qui lie tout, un élément spatial qui lie ça, était un escalier assez emblématique. Et puis, comme ça, ces deux projets sont un peu liés, même ils sont extrêmement différents l'un de l'autre. Vous voyez que c'est un peu, peut-être c'est un peu forcé ce qu'on va essayer. Et on va essayer toujours de lier des projets, des idées de cette chronologie de projets en France, oui, en France, avec des projets qui étaient importants pour nous, qui ont influencé ou qui étaient influencés par ces projets en France. Simon l'a mentionné, Labels Berlin, c'était un projet, un concours, c'était l'un des premiers concours internationaux auxquels on a été invité et qu'on a gagné après avoir été écarté en premier round et puis repêché par le jury. C'est un centre de mode, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un professionnel de la mode, vous pouvez aller acheter 5 paires de sneakers ou de vêtements, mais c'est pas pour des clients normaux. Donc c'est un grand bâtiment qui doit contenir d'autres des shops. Mais ce n'est pas un bâtiment qui a un grand flux. Ce qui veut dire que l'escalier, il est très petit. La circulation de ce bâtiment, elle est très petite pour comparer à la taille de 40 par 40 mètres. Et puis, ce qui nous a fait développer une structure importante, une structure qui visuellement est très iconique, non, qu'on reconnaît tout de suite, ce qui fait que ce bâtiment, il est utilisé dans des
publicités, dans des trucs qui sont liés à la mode. Maintenant, ça c'est Porsche qui a fait une sorte de lab du futur au Ray, et puis ça c'est Puma qui a pris le premier étage. Et tout ça c'est relié, donc il y a une structure visuelle. La structure porteuse est une structure visuelle qui est toujours le fond de ce bâtiment. Et il y a un escalier qui est l'élément de rencontre, c'est l'élément d'accueil du bâtiment. Et puis, ça c'était donc un thème. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait de l'escalier l'élément principal de la maison, de cet appartement quai de Valmy, et puis de ce bâtiment beaucoup plus grand, mais qui fonctionne de cette même manière, d'avoir un objet, l'élément comme un objet qui est la référence. Maintenant, là, on avait cette obsession de vouloir régler les géométries du bâtiment en coupe et en plan. Ça, c'est maintenant les mêmes courbes sinoïdales qu'on a utilisées pour couper les arcs, ou bien pour couper le béton porteur, comme mis en plan, on a enlevé du cercle pour faire une sorte de fleur qui est ce bâtiment. Ça, juste, on aime bien cette photo parce que c'est une série de Netflix, une des premières où le bâtiment a été utilisé pour éliminer le très très méchant devant. Donc c'est une sorte de set design d'une architecture qui a jamais eu. C'était qu'après quelques années qu'on a fait les premiers intérieurs avec plus que 2 francs pour finir quelque chose. Donc, on a toujours dû faire une architecture qui doit résister à des baissements de coûts, à ne pas être finie. Et ça, c'est une chose qui relie. Et cette première tentative quai Valmy est ce bâtiment. Maintenant, vous voyez que c'est marqué HHF+, AWP et Agence Terre. Si ce n'est pas marqué autrement, c'est des projets qu'on a fait tout seul. Sinon, on écrit toujours avec qui on a fait les projets. On fait beaucoup de collaborations et normalement, c'est des collaborations qui nous portent loin de ce qu'on ferait peut-être nous-mêmes et puis qui normalement portent aussi loin nos partenaires de ce qu'ils font normalement. Donc, c'est des moments pour se réinventer, pour essayer quelque chose qui n'est pas comme on l'a toujours fait. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé très tôt. On a fait c'était au Brésil, Sao Paulo, il y avait une exposition sur l'architecture suisse, sur la Biennale, c'était le pavillon suisse à l'intérieur de l'architecture, Biennale de l'architecture à Sao Paulo. Ça, c'était déjà une collaboration avec des scénographes de Bâle, TMIC. Et puis Simon qui est allé à Sao Paulo, quelqu'un devait aller à Sao Paulo, et puis pour suivre comment finir ce pavillon, avait rencontré ces jeunes gens de Paris, les frères Armango, et puis il est revenu et a dit « Ouais, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble avec eux ». Et ça, c'était le début de ce qui maintenant est... nous, on l'appelle Poissy-Galore, sous ces 2 bâtiments, pavillons-bâtiments à Poissy. Et ça me donne l'occasion de parler du premier, Francis là, en a parlé, Jinhua, c'était la première de ces bâtiments, le premier de ces bâtiments qu'on a fait à l'intérieur d'un groupe. On a été demandé de rejoindre ce groupe, c'est-à-dire c'est très cool, c'était à peu près le premier bâtiment fini qu'on a fait, parce qu'on était assistant, parce qu'on a eu ces gentilles aides de la part de Herzog et de Meuron à l'époque
pour connaître des gens intéressants du monde. Et puis, effectivement, c'est un réseau qui s'est avéré extrêmement important pour nous, important pas seulement au niveau de travail, mais aussi au niveau c'est des amis depuis une bonne dizaine d'années. Alors ça, c'est ce groupe de jeunes architectes. On a fait c'est aussi le premier projet où on s'est dit, de toute façon, ils ne vont pas nous comprendre, de toute façon, on ne les comprend pas. Comment est-ce qu'on fait de l'architecture dans un environnement où on n'est ni spécialiste, ni demandé parce qu'on a déjà montré quelque chose, juste une opportunité. Comment est-ce qu'on la saisit, comment on fait quelque chose qui peut devenir quelque chose d'important pour les gens qui l'utilisent. On a choisi de faire quelque chose qui nous rappelait, c'est un peu exotiste, non, ce qu'on a fait. On s'est dit, on fait quelque chose qui géométriquement est très difficile à faire, quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en Suisse. On leur explique comment faire on dit comment ça, des coffrages. Comment est-ce qu'on fait ces coffrages, comment on les monte, et puis on fait des 3D, on explique, pour avoir quelque chose qui nous fait penser à ces pierres chinoises qui ont une profondeur, c'est des éléments peut-être très baroques dans notre culture, où il y a une grande profondeur de l'objet, c'est pas net comme objet, et puis il y a un grand potentiel pour des jeunes gens pour l'utiliser. Parce que ça, c'était le programme. La seule chose qu'on a reçue comme programme, c'était Mini Structure for Children. Ça, c'était la seule phrase comme projet. Donc, on s'est dit, on ne sait pas vraiment ce que font les enfants chinois. Ils seront à peu près comme nous, mais on ne le sait pas exactement. On a vu on a essayé de parler avec des gens locaux, là, avec des traductions. Et puis, on a vu que, effectivement, si on fait quelque chose dont nous, on aurait envie de l'utiliser, ils vont l'utiliser eux aussi. Bon, je vous épargne maintenant. Bon, maintenant, c'est là. On a eu la bonne intention d'enlever tout ce qui pourrait être technique. Donc, on a dit non à toute illumination, à tout aspect technologique qui serait peut-être difficile en construisant et aussi en maintenance. Maintenance, on dit, ouais. Maintenant, c'est la ruine que ça devait toujours être. Bon, ce qui nous a porté en lien à peu près direct à ce projet au Mexique, qui était un projet aussi de groupe, c'est une sorte, il y a des gens du groupe qui sont restés, il y en a d'autres qui sont arrivés, c'est-à-dire il y a l'axe du bon, c'est Tatiana Bilbao et nous. Et puis, il y a d'autres qui n'étaient pas à Jinhua et qui sont disparus. Et il y a d'autres qui sont revenus. Chris Gantenbein, qui était aussi à Jinhua, et Ai Weiwei, qui avait organisé Jinhua. Donc, il y a une sorte d'amitié, un nœud d'amis, et puis d'autres qui sont venus avec. L'idée était qu'il y a une zone de pèlerinage où, pendant les 2 semaines des pèlerinages, il y a 4 millions de Mexicains qui vont à pied à cette Madonna del Talpe, un truc bizarre en paille. Une Madonna, oui. Et puis, ils vont pas tous sur le même chemin, mais ça, c'est un des chemins les plus importants. Et puis, l'effet, vous pouvez vous imaginer, quand il y a 2 millions, peut-être disons, de personnes sur ce chemin pendant 2 semaines, ça veut dire qu'il y a... C'est comme une autoroute de personnes qui marchent, et puis il y a des déchets partout, il y a des problèmes d'infrastructure, c'est aussi un très grand problème au niveau de
comment gérer le terrain. Donc, le ministre du Tourisme a dit on aimerait faire une sorte de travail d'avoir des toilettes, d'avoir des endroits où on peut dormir, plus quelques endroits pour regarder le paysage. Et ça, c'était la tâche pour nous qui venaient de l'extérieur, de s'occuper de ces belles tâches, de faire juste des objets qui sont beaux. Là, on voit quelques images de Iwan Ban, qui a fait le portrait aussi de ce pèlerinage. Ça, c'est la statue, la Madonna. Et puis, je vous montre vite aussi ce qu'ont fait les collègues. Ça, c'est Derek Dellekamp ensemble avec Tatiana Bilbao, une sorte de croix. Bon, vous voyez, c'est les fins d'une croix dans le sol, comme chapelle ouverte. Ça, c'est un travail de Ai Weiwei. C'est un peu, je veux dire, ça fait un peu peur, ou bien ça fait un peu pitié, parce que, vous voyez, ça, c'était le chemin. Et puis, son idée, c'était d'avoir un mur, et on franchit un mur, et puis là, le mur, il est enterré, et puis là, il sort. Et puis, ouais, quand on fait un projet dans un endroit aussi loin, ça peut vous arriver que quelqu'un fait une très, très belle, un très beau terrain, jamais dessiné pour faire voir, non, pour ne pas qu'il y ait des choses qui entrent, qui vont contre ce mur. Et puis, quelqu'un dit, ouais, mais si déjà on fait ça, il faut faire un autre chemin autour de ça pour ne pas que tout le monde va à travers. Donc, parfois, un travail comme ça, il perd tout son sens avec le travail. Tout de même, il est très beau. Ça, c'est une tour de Chris Cantenpine. Ça, c'est une de ces infrastructures, Luis Aldrete, où il y a les gens dorment. Ça, c'est aussi une chapelle ouverte d'Eric Dellekamp et Rosanna Montiel. Non? Plutôt land art. Ça, c'est Alejandro Aravena, Elemental. Et puis, ça, c'est nous. Et puis, moi, je trouve plus important de parler du projet en entier que de notre projet, parce que nous, on avait 3 mois pour faire. On s'est dit, on prend un thème sur lequel on travaille déjà. C'était de nouveau à l'époque de travailler sur le bâtiment à Berlin avec ses arcs, ses voûtes en béton. Et puis, on avait une envie de continuer un thème géométrique où, au lieu d'avoir une arc simple, on fait une arc qui est composée, oui, deux arcs qui sont composés. Parce que ça induit une rotation dans ce bâtiment qui fait que, au lieu de pénétrer un bâtiment, d'aller dans un bâtiment pour ressortir, on voulait offrir aux gens qui sont dans ce paysage juste un détour sans mettre jamais pied au même endroit qu'avant. Donc, on va vers ce bâtiment, on entre, on monte, on regarde le paysage, et on redescend pour continuer. Donc, c'est une sorte d'objet très fluide dans son utilisation et très monumental avec son apparence. De nouveau, comme je vous ai fait voir en Chine, on s'est dit il faut dessiner comme pour des comics, pour des bandes dessinées, de comment exactement on pense que ça pourrait être fait. Comme ça, puisque notre espagnol n'existe pas, et puis, je veux dire, on va se perdre dans ce projet. On essaye de dessiner comment on pense que ça devrait se faire, et puis c'est ça qui s'est aussi effectivement fait. Là, vous voyez des moments du chantier.
Et ensuite, c'est une structure qui est une sorte d'infrastructure dans ce paysage qui a un intérieur qui est intense et puis qui porte en haut vers cet horizon parfait dans un paysage qui est à 360 degrés, très beau. Et puis, ouais, c'est joli à regarder même de l'hélicoptère. C'est le moment de passer la parole de nous. Et dans cette collection de séries de petits pavillons et de travail temporaire, on continue de le faire. On considère aussi que pour notre production, c'est une sorte de laboratoire qui est important. On croit aussi beaucoup à l'échelle, même urbaine, des interventions comme ça. Mais peut-être dans la production de bureau, c'est un peu moins important. Mais on continue quand même de le faire. Et ça, c'était cette petite puzzle house qu'on vient de faire récemment. Pour enchaîner une série de conférences et on peut le mettre ensemble de différentes façons, ou bien ça c'est quelque chose, c'est très récent, c'est un summer school à Karlsruhe à l'université technique où Simon enseigne. Mais le point de départ de tout ça, peut-être vous vous souvenez encore, c'était en fait le projet Carrière sur Poissy. Et Francis Rambert a dit qu'on est trois, Laurella n'est pas là ce soir, mais je viens de voir que Mathias Armonco vient d'arriver, et puis il est le co-auteur sur ce projet. Et sur le site visite, pour le concours et le programme demandé pour toute une série de pavillons et folies, on était fortement intrigués et vraiment surpris de retrouver sur une sorte de lagune qui se retrouve sur le site derrière le Seine, une collection de barges et de petites maisons construites sans permission, informelles. Et on a pris ça comme un point de départ pour définir un cadre pour établir une série de folies et pour ce projet, en définissant une série de cadres en bois et en acier. Et ça, c'est le plan qui était généralement développé par l'agence Terre sur un terrain extrêmement grand, c'est plus que 100 hectares. Et un élément important, c'était que les budgets étaient extrêmement étroits, et pour ça, on a voulu essayer de préparer le plus possible tous les éléments de préfabrication. Et un élément central, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut créer avec tellement peu de moyens une identité. Et là, cette idée de faire un observatoire, c'est comme une sorte de dose homméopathique, vraiment un coup. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire avec 2-3 éléments quelque chose qui fait d'un paysage plutôt quelque chose qu'on pourrait considérer un parc. Et là, c'était un élément, c'était ce observatoire construit en acier, assez compliqué à faire, et seulement à travers une recherche additionnelle de notre ingénieur Tibi Prouchkazabal, qui est connu pour ses solutions osées pour Herzog de Meuron et d'autres, on pouvait enfin trouver une solution qui tient. Et la solution semblait très simple. Tous les éléments utiles devaient jouer un rôle constructif, même les escaliers, les mains courantes. Et avec cette approche, on arrivait finalement de trouver une composition qui tient et qui peut au moins partiellement être préfabriquée. Et comme ça, on arrivait à quelque chose qui est un peu comme un serpent ou
un insecte, et là, au milieu du parc, avec une forte élément iconographique, une forme très claire. Et ça, c'était la journée d'ouverture, et tout le monde a eu un peu peur. Ils ont commencé à contrôler la quantité de gens qui montent. Et ça continue de trembler, mais ça marche, et ça preuve d'être ce élément petit, mais quand même important pour eux qu'on s'attendait. Et si on parle un peu de ready-made, aussi de l'idée de ready-made, de réutiliser ces idées d'influence, comment est-ce qu'on travaille. Alors, exactement dans ce moment, une famille en Suisse nous a demandé de faire une addition, presque une sorte de petit belvédère pour une terrasse, pour une maison des années 20. Alors, on a développé, on a repris cette idée de travailler avec ces éléments en acier pour faire un tout petit projet avec une terrasse et une salle de musique. Pour nous, avec une certaine liaison avec ce projet à Carrière-sous-Poissy. Le deuxième projet qu'on a pu construire de cette collection de à peu près 12 pavillons, c'était la Maison du Parc. C'est une sorte là où on peut s'informer sur les différents événements, et avec aussi une collection d'insectes. Et là, le programme a demandé pour une série d'espaces assez flexibles, très grandes, pas très compliquées. Et pour ça, on avait proposé une sorte d'opération, bullshit operation de différents espaces qui est fait avec des cadres en bois, pour avoir une sorte des espaces ouverts, mais avec comme ces chambres d'insectes, toujours là où on passe d'un espace à l'autre, et avec un espace qui a une sorte de forte liaison avec le paysage, à travers une façade qui partiellement s'ouvre, et ça dépend de l'angle qu'on a, et partiellement on a une sorte de réflexion du parc même. Et ça a aussi été où la structure principale pour les espaces était construite dans un temps assez court. Et à cette époque, on avait déjà travaillé avec Aiwaway sur différents projets. Et un projet qui était important pour nous et qui a aussi partiellement influencé cette discussion qu'on a lancée avec AWP à l'époque, c'était comment est-ce qu'on peut construire quelque chose pour ces budgets extrêmement petits. Et là, un collectionneur d'art contemporain et un galeriste nous a demandé, en collaboration avec Aiwaway, de faire une galerie d'art, un stockage d'art à Upstate New York, à 2 heures, 1 heure et demie, en voiture assez proche du Dia Beacon. Et on avait proposé de faire et construire ça sans vraiment dessiner. C'est une sorte de no design. Alors tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a utilisé sont des éléments qu'on peut commander sur l'internet ou acheter tel quel. Et avec ça, on arrivait de construire quelque chose qui était presque une sorte d'élément additionnel à cette belle maison avec un parc où il a déjà mis des éléments de land art, de différentes pièces d'art, et puis cet stockage d'art et cette petite galerie avec à peu près 400 mètres carrés était un élément en plus qui était un peu bizarre, un peu presque en échelle, et on a discuté avec Abeille, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces éléments, comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble, que ça crée quelque chose d'intéressant. Et puis on a même pas dessiné les plans, on a fait dessiner les plans l'entreprise qui produit ça, qui s'appelle US Steel Monster. Et puis on a seulement choisi les différentes éléments, et on a dit comment est-ce qu'on veut les mettre ensemble. Et puis et finalement, ils étaient tellement surpris qu'on puisse faire quelque chose aussi inattendu avec leurs produits, qu'ils ont commencé à faire de la pub avec ça.
Et puis, mais ça, c'était tellement simple que ces deux hommes pourraient mettre ça ensemble à la main parce que ça tient fort pour la neige, mais quand même, ça se fait à la main à deux personnes. Et puis là, si on voit ça, c'est quand même évidemment une sorte aussi on pourrait pas penser ça dans le chat et sans Marfa. Cette référence est très fort et aussi très directe. Et à l'intérieur, on a plus ou moins 3 différents espaces. On a une salle d'expo qui est la salle qui est en plus en bas. On a au milieu 2 petites salles, un bureau et une autre salle de... Ah oui, ça c'est mieux. Là, ça c'est la salle d'expo. Là, on a un petit showroom et un bureau. Et la partie au nôtre, c'est l'élément stockage. Et au milieu, il n'y a qu'une rampe qui lie tout ça comme sorte de backspine, qui est en même temps infrastructure et sorte de showroom central. Et tout seulement isolé avec l'isolation qui s'appelle path insulation. Je ne connais pas le mot en français, mais le plus simple, avec une couche de PVC. Et à la fin, il n'a pas un élément qui était dessiné, en fait. C'est vraiment, et c'était probablement un des musées, entre guillemets, les plus bon marché. C'était avec tout inclus, c'est $300,000, avec sécurité, utilisation, et puis notre our fee, comment on dit? Honoraire. Honoraire, ouais, tout. Si quelqu'un veut faire un musée, on est très très bon. Et puis ça c'était dans cette pensée, dans cette influence qu'on a essayé de rapprocher d'autres projets avec une idée de peut-être de ready-made, mais évidemment c'est pas toujours un avantage d'avoir pas d'argent. Peut-être pour les logements c'est peut-être peut-être plus compliqué que peut-être pour un espace d'art. Et là finalement on était presque content de n'avoir pas plus d'argent. Peut-être on aurait le détruit avec un budget plus grand. Hein. Bon, maintenant, ça c'est un grand saut, mais on s'est dit, on regarde quand est-ce qu'on a commencé avec quel projet en France, et puis le prochain sur la liste, c'était la Défense. La Défense, c'était encore un projet avec AWP. Si on peut appeler ça un projet, parce que c'était un projet pendant très longtemps au bureau. Et puis, il n'y a pas beaucoup qu'on peut pointer à la fin, mais c'était, ça c'est un plan d'intervention pour les espaces extérieurs, une superposition de tout ce qui devrait se faire. Mais pour nous, c'était un travail important. Ce camion avec un camionniste qui a fait une crise de santé pendant qu'il nous a fait traverser la Défense, les tunnels comme ça, et puis on a dû changer le camion avec la camionnette. Je crois qu'on a ce qui était vraiment marquant pour nous, c'est personne ne connaît toute la taille, la profondeur de cette défense. On s'est rendu compte que même si c'est une sorte de bâtiment, c'est un bâtiment tellement complexe, tellement grand, que ça échappe à tout ce qu'on connaît comme bâtiment. Avec Mathias qui est là, on s'est demandé à cette première rencontre, mais il est où le sol déjà? Il est où le sol de la Défense? Parce qu'on n'a pas compris où est-ce que ça commence, jusqu'où est-ce que ça va. Et c'est devenu une sorte d'obsession, non? Bien sûr, maintenant nous on sait, mais les autres ils savent pas. Alors cette idée de est-ce qu'on peut regarder un bâtiment pas vraiment comme un bâtiment, mais plutôt comme un paysage, c'est peut-être le lien qui me fait parler maintenant, j'espère pas trop longtemps, d'un projet qui se terminera mal, vous allez voir à la fin, mais qui était un projet qu'on a fait pendant ces dernières années. C'est un projet avec Sadar Vuga de Slovénie, Dvarp du Monténégro. C'est
ça s'appelle Dom Revoluție. Ça, c'est l'auteur de cet énorme bâtiment, Marko Mušić. Il vit encore, il déteste qu'on a gagné le concours pour qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment. C'est un grand héros de l'architecture yougoslave qui a fait, entre autres, ce bâtiment que je trouve génial. C'est un bâtiment aussi au Monténégro qui est vraiment doué dans tout ce qui est géométrie et puis perception d'un bâtiment. Ce grand bâtiment, Dom Revoluție, 20 000 mètres carrés, jamais fini, et puis Tito meurt, et tout ce qui arrive à ce pauvre pays, a laissé un bâtiment d'une taille et d'une construction qui était impossible à gérer pour ce petit pays du Monténégro et pour cette petite ville de Nikšić. Donc pendant 30 ans maintenant, 40 ans, ils ne savaient pas quoi faire, ils ont mis des cabanes devant, et puis pour finir l'histoire, nous, ce trio d'architectes, on a gagné le concours de quoi faire avec ce bâtiment. Là, c'est des plans de concours et puis d'intervention avec une formule très très simple. On a dit il faut 70, on dit 70 en Suisse, 70%, 20% et 10%. 70%, on les laisse parce qu'il n'y a pas l'argent, pas l'énergie, il n'y a rien pour changer ce qui est là. Et puis ce qui est là est déjà tellement impressionnant qu'il faut traiter ça comme une ruine romaine, quelque chose on devrait juste faire voir aux gens, mais pas essayer d'utiliser avec des yeux trop pragmatiques, non? Donc, ça c'est une scène qui n'attend pas d'être finie, mais qui est beaucoup plus belle comme elle est aujourd'hui, non? Ça c'est l'extérieur. Donc, on a dit, le grand problème c'est que c'est très beau, mais de juste mettre un barrage devant, ça va pas suffire. Il faut surtout enlever aussi tout le chenille qu'il y a devant. Bon, 20%, il faut enlever. Il faut faire sûr, il faut pas que les gens tombent dans des gains techniques ou meurent après de longues heures dans un sous-sol. Et puis, il y a 10% où, effectivement, il faut faire des constructions nouvelles à des endroits stratégiques pour pouvoir contrôler, au moins, non, avec une sorte d'intervention très fragile, mais pour que cet endroit qui fait peur à beaucoup de gens devienne un endroit public. On a fait tous les plans, on a fait des soumissions, on a fait les détails, on a parlé à des gens, on a parlé à des utilisateurs. Malheureusement, c'est une clique extrêmement corrupte, c'est un maire qui est un criminel, c'est un architecte de ville qui est un criminel. Et puis, un jour, ils ont simplement commandé à une entreprise d'enlever tout ce qui est le métal, tout ce bâtiment, parce que je crois que le maire, il a eu des pots de vin avec une entreprise qui veut faire autre chose. Donc, le bâtiment a été détruit. On voulait aider et on l'a détruit. Ben, maintenant, une histoire plus belle. Ouais, on va de nouveau sauter. Moins à échelle, mais complètement l'endroit. On va aller à Strasbourg. Strasbourg est une autre ville rhénane, pas loin de Bâle. Et pour affirmer Strasbourg comme la capitale européenne, la ville a voulu créer un projet énorme pour densifier et urbaniser toute cette zone portuaire, le port de Strasbourg est le deuxième port fluvial de la France.
de toute cette zone entre la France à gauche et puis l'Allemagne à droite. Avec un projet énorme de 250 hectares et des millions de mètres carrés pour des années à venir, un grand plan urbain qui était fait par différentes agences, comme Agence Terre 51, N4E, ouais, c'est ça. Et d'autres listes de Paris, par exemple. Et puis, dans le cadre de mon enseignement à Strasbourg, en collaboration aussi avec Dominique Coulon, on avait déjà testé ça il y a quelques années, sans vraiment le savoir. On était assez bien préparé pour une série de concours, parce qu'on ne connaissait pas encore le grand projet. Et pour ça, on a maintenant commencé de travailler sur une série de différents immeubles, toujours avec une forte liaison avec cette histoire portuaire de Strasbourg. On travaille sur un immeuble logement dont je ne vais pas vraiment en parler, où on essaye de profiter d'une sorte une hauteur de différence entre le quai et la ville, l'élément de tram. Comme ça, on propose une série d'appartements en bas qui sont liés avec un jardin. C'est dans un cadre extrêmement dense de ce projet urbain, et une autre typologie d'appartements. Et entre les deux typologies, avec ce coupe de niveau, une collection d'espaces communal ou partiellement public. Le grand projet, quand on est en train de travailler là-dessus, c'est un projet, tout un îlot urbain qui s'appelle Starlet. C'est une collaboration avec Dominique Coulon, Tatiana Bilbao. C'est un concours qu'on avait gagné, et puis le projet demandait pour 20 000 mètres carrés de bureaux et 15 000 mètres carrés à peu près d'appartements et quelques petites parties encore publiques, pour un îlot, pour trouver un urbanisme, une sorte d'architecture qui, il avait des préconisations d'urbanisme extrêmement fortes, comme on devrait utiliser le brick et on doit s'ouvrir vers le port et puis de créer des vues vers le port et vers l'eau. Et de trouver une sorte de référence à l'histoire portuaire du site, avec un intérieur, avec des pavillons qui sont partiellement utilisés publics. Et pendant cette recherche, le concours, on a testé différentes façons de comment est-ce qu'on arrivait de créer une sorte de morceau de ville qui s'oriente vraiment vers l'eau et vers la ville de Strasbourg, sans vraiment vraiment créer seulement une sorte d'eau vers le reste. Et puis on a trouvé quelque chose, comment est-ce que, avec une certaine série de gradins, comment est-ce qu'on arrive de gérer cette densité énorme, et avec des gradins qui s'ouvrent, et puis une continuité d'un boisement qui continue vers le cœur de l'îlot. Et une sorte de négociation. C'est toujours une négociation aussi parce que c'était un concours avec des promoteurs, et comment est-ce qu'on négocie qu'il y a des parcellements, des éléments qui restent publics, comment est-ce qu'on peut faire des terrasses qui sont publiques, on négocie que partiellement il y a des terrasses qui sont privées. Alors c'est plutôt une sorte cette recherche, qu'est-ce qu'on arrive à faire, comment est-ce qu'on peut pousser, et comment est-ce qu'on peut gérer cette densité qui était demandée d'un concours. Et ça, c'est évidemment toujours une bataille qu'on aime bien faire, mais c'est intense. Et puis, on a vrillé avec une proposition d'une densité qui s'ouvre aussi vers le sud, pour vraiment avoir là, avec cette ouverture vers le sud, pour vraiment garantir, même sur cette densité très grande, la lumière et les vues intéressantes vers tous les côtés.
Un autre élément central du concours était, et ça lie ça aussi avec d'autres projets qu'on travaille, c'est l'idée de la flexibilité, comment est-ce qu'on peut construire pour un futur inconnu, parce qu'il y a, oui, il y a un brief, il y a un programme d'un concours aujourd'hui, mais on ne connaît pas vraiment comment est-ce que va se développer pour le futur. Et puis, pour ça, on s'est décidé de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. On a plus ou moins dessiné tout le concours 2 fois pour déjà, alors on a essayé de développer déjà un urbanisme qui est flexible. Alors, le rouge pourrait devenir bleu en futur, peut-être le bleu devenir rouge. Alors, avec une certaine typologie de gradins, avec une proposition là au milieu dont le programme était demandé comme bureau, mais avec des terrasses vers le sud, peut-être ça pourrait devenir pour le futur aussi des appartements. Alors au niveau de l'urbanisme, on a cherché une flexibilité, mais aussi au niveau de l'architecture, du creux-œuvre, avec une proposition de quelque chose qui n'est pas parfaitement idéal ni pour les appartements, ni pour les bureaux, mais pour un peu négocier entre les deux, avec des profondeurs assez grands, avec des hauteurs de dalles assez larges. Et comme ça, on a plus ou moins dessiné tout le concours 2 fois, le projet 2 fois, une fois comme pour le montrer comment est-ce que ça se fait si c'est bureau, comment est-ce que ça fait si c'est se réutiliser comme prévu comme appartement ou vice-versa. Et puis, évidemment, ça c'est maintenant les plans de concours et la réalité est toujours un peu différente, mais maintenant on est plus dans les négociations du quotidien, mais quand même il y a des éléments qui restaient et on arrivait continuer de travailler dans cette idée de flexibilité. La même chose pour les façades, avec ces préconisations de travailler en briques, avec une recherche de comment est-ce qu'on peut développer une sorte de gamme de couleurs qui respecte nos idées de parler d'une histoire industrielle et de gérer cette densité, mais quand même de rester assez flexible. Et avec ça, on est là à un moment en train on vient d'avoir le permis et puis on est en plein travail, en plein production là-dessus. Ça c'est au moment probablement non pas probablement, sûrement l'immeuble de logement le plus grand. Mais on travaille sur beaucoup de différentes échelles et on trouve c'est extrêmement important de continuer de travailler sur des différentes échelles. Et puis si quelqu'un, comme par exemple une jeune famille qui voulait vraiment avoir une maison, mais leur budget était très petit, on pensait oui, on est intelligent, on va trouver quelque chose. Et puis on a fait plusieurs propositions. Et on n'arrivait pas vraiment à trouver une solution pour le budget très électron. Et comme ça, on a commencé de parler avec une entreprise qui fait beaucoup de maisons dans la région où ça se trouve, une demi-heure de balle, et qui fait beaucoup des éléments préfabriqués. Et puis, on a demandé avec cette entreprise générale, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prend votre catalogue et on recherche qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vos éléments? Et puis, ce qu'on avait proposé, c'est vraiment plus ou moins, c'est le plan le plus simple, sans cave, rien. Et il a seulement ce cadre au milieu qui est isolé et des zones. Ah oui, maintenant, ça marche. Ah oui. Alors, il y a un plan qui est isolé, un salon avec une cuisine, une chambre et un escalier portant le plan le plus simple qu'on peut s'imaginer. Et tous les éléments qui sont un peu plus, des zones tampons qui sont un peu plus attractifs, qui est quelque chose qu'on reçoit en plus, sont vers l'extérieur, avec les matériaux les plus bon marché qu'on pouvait trouver. Et comme ça, ce sont des espaces que on pourrait se payer avec ce petit budget. Non? Alors on cherche toujours c'est quoi qui fait que ça soit... je fais encore le prochain? Comme tu veux.
Comment, qu'est-ce que c'est quoi l'élément central qui fait que ça soit spatialement intéressant pour quelqu'un? Une maison, c'est un projet où le programme demandait pour 4 appartements, avec qui à la fin devrait avoir un peu la même taille, un peu avoir la même valeur. On pouvait négocier avec la ville que sur le site, pour le périmètre, on ne construit pas sur le mur du voisin, mais qu'on peut pousser tout le programme vers les lignes de périmètre à côté. Et ça nous a produit une sorte de faille, un espace entre notre immeuble et cette mur de feu que normalement on ne peut pas vraiment utiliser comme espace dans une rue avec une situation mitoyenne. Et avec cette faille, ça nous donne une possibilité maintenant d'avoir sur un étage un appartement qui s'oriente sur 3 et partiellement même sur 4 côtés, parce qu'on a aussi négocié avec le voisin qu'on pourrait ouvrir partiellement le mur sur l'autre côté. Et maintenant, on vit avec ce mur, avec la lumière, et sur tous les étages un peu différents, mais c'est vraiment un atout pour ces logements qui fait créer une situation attractive en plein ville. Je crois que je vais être super vite parce que on se répète, mais c'est nous. Francis nous a parlé de cette exposition que vous allez faire sur du logement. Et puis j'ai dit oui, mais nous on fait des trucs un peu différents de cette production suisse-allemande qui se fait maintenant. Et ça a beaucoup à faire avec cette question du tampon extérieur-intérieur où l'architecture suisse de ces années est très très claire, très très dense. Il y a une forte différence entre espace extérieur et espace intérieur. Et puis nous, avec tous ces projets, on essaye toujours de, en quelque sorte, élargir le plus l'intérieur de l'extérieur pour avoir des zones où, quand il pleut, c'est à moitié humide. Quand il fait froid, c'est un peu plus chaud. Et puis une maison, on a essayé de faire ça. C'est des logements à Bâle. Là, on voit le moment d'entrer dans un appartement où, à droite, on sort, en quelque sorte, on voit le balcon, les différences de niveau. Je montre ça juste pour vous faire voir un peu aussi qu'est-ce qu'on recherche comme ambiance, là, sans les personnes ensuite, avec les personnes, pour ces logements aussi qu'on va essayer de faire en France. C'est des matériaux très très bon marché. C'est le béton le moins cher qu'on puisse faire en Suisse. C'est le sol qui est normalement fait pour être sous un parquet. Et puis, c'est des portes peintes en blanc, mais elles sont plus hautes, mais les choses sont peut-être pas comme on les voit tous les jours, mais c'est plutôt parce que c'est regardé comme pas assez bon, non? Vous voyez aussi qu'on laisse les traces du travail comme traces du travail, et on n'a pas un dessin qui se rapproche du japonais ou celui qui fait non, celui qui fait le béton. Pour couler le béton, il faut avoir des coffrages, non? Il n'y a pas de dessin de coffrage dans ces choses-là. Et puis, il y a aussi des moments assez abrupts entre une vieille maison, et puis quelque chose qu'on ajoute. Et puis, nous, on trouve que ça, c'est fautes. On pourrait dire c'est des fautes de dessin, en quelque sorte. C'est plutôt ce qui ajoute du caractère à un bâtiment comme ça.
Bon, ça c'est une vue depuis l'extérieur. Ça c'est maintenant un balcon avec, plus tard, avec du mobilier d'intérieur. Non. Ça c'est un autre appartement. Je veux dire, c'est chacun dans cet immeuble pouvait. C'est des appartements qui en partie sont des appartements vendus. Donc il y a différentes ambiances, mais ça reste la même structure de base qui est que en profondeur du bâtiment, il y a une lumière, comme je veux dire, une lumière qui est intense, qui porte vers l'extérieur, et puis il n'y a pas un moment de transition très net entre intérieur et extérieur. Bon. Même pas au niveau du sol, non, où c'est un restaurant qui a cette zone de transition. Je dis ça parce que, je veux dire, c'était pour avoir ces images, un projet qu'on est en train de faire avec de nouveau un groupe, c'est Tatiana Bilbao, Derek Dellecamp, Moss de New York, Dogma, Italie, et puis Mayo de Barcelone. C'est un projet qui est du logement social au Mexique. Donc, demander des Suisses de faire du logement social au Mexique, ça, c'est absurde, on peut dire, mais puisque c'est quelque chose qui devrait se répéter, c'est une sorte de prototype, et puis une agence fédérale qui... au Mexique, qui essaye de ne pas seulement faire du standard, mais d'avoir toujours quelques projets qui pourraient ouvrir d'autres portes auxquelles ils n'ont pas pensé. C'est un master plan qu'on a dessiné ensemble. Donc ce groupe d'architectes, on était au Mexique, on est allé faire une visite. C'est un endroit très... difficile, avec un grand problème de drogue. Et puis, nous, c'est un peu pauvre, non, si on regarde ça. Ça, c'est nos logements, non, qu'on offre. C'est un standard d'équipement extrêmement pauvre, mais nous, on s'est dit, la seule chose qu'on veut, c'est qu'il y a une condition de lumière et surtout de ventilation. Lumière dans cette condition, c'est je peux ouvrir la fenêtre, et puis si jamais il y a quelque chose qui pue dans la maison, ça peut être évacué, ce qui est extrêmement important dans ces conditions. Donc on a fait des propositions de bâtiments qui n'ont pratiquement rien sauf la possibilité d'avoir la lumière et l'air, et un escalier central qui relie, qui est l'espace social entre deux de ces maisons. Là, on voit, ça c'est une perspective du bureau de Tatiana Bilbao, qui était la coordinatrice du projet, si on veut. Là, on voit les différentes architectures qui ensuite, depuis la journée 1, devraient produire une diversité, même si on utilise des matériaux très très pauvres et pratiquement tous les mêmes. Ça, c'est une très belle maquette de cette diversité. Donc, ça, c'est de nouveau, on reste avec ces projets de groupe. Et puis mais c'est jamais quelque chose qui... Et puis souvent, ou pratiquement toujours, c'est des projets où, puisqu'on est beaucoup, on n'a plus d'argent à dépenser dans l'architecture. Je veux dire, quelqu'un veut avoir beaucoup d'architectes, veut avoir une recherche intellectuelle, et puis un groupe qui se fait, mais ça se traduit pas normalement en budget énorme pour faire tout ce qu'on veut, et puis ça aide même, à notre avis, à être plus ciblé avec ce qu'on veut faire, parce que aussi nous, comme vous avez compris jusqu'à présent, on n'a pas une grande théorie à partager avec vous. Nous, comme on travaille et comme on tient à parler de l'architecture, c'est en essayant de penser qu'est-ce qui pourrait faire le bon projet, qu'est-ce qui pourrait être la clé pour faire quelque chose
qui est plus intéressant que si nous, on n'y était pas sur ce projet. Qu'est-ce qu'on peut contribuer à une situation existante et c'est chaque fois, ça peut être très très différent. Une fois, c'est juste tourner quelque chose, une fois, c'est commander quelque chose, une fois, c'est dessiner et développer quelque chose de rien. Alors, développer quelque chose d'extraordinaire, encore un projet qu'on va pas pouvoir faire, c'est avec Bruter et puis Agence Terre. C'était un projet qu'on aurait bien aimé faire, Porte Pantin, un endroit pas très, c'est la Fourrière, Porte Pantin, un endroit pas très calme, chaud, non? Et puis la Philharmonie, un terrain assez grand, mais avec un programme assez grand pour nous de Bâle, non? Mais c'est surtout, il y a eu une sorte de densité, de nécessité par le promoteur qui était incroyable pour nous, et vraiment, vraiment difficile à gérer. Donc, on a essayé tout ce qu'on pouvait. Et puis, quand même, ça reste que ce que vous voyez comme Wanna Work, cette partie bleue plus la partie à droite, ça fait que ça, c'est les aires, les surfaces de projet, non? Ça, vous voyez qu'il y a une très grande partie de surface. Wanna Work, c'est bureau, non? De bureau dans quelque chose qui se veut être très, très innovateur, mais qui à la fin va avoir le poids d'une très, très grande surface de bureau qui doit juste être commercial, non? Donc, quelque chose de assez difficile pour faire quelque chose d'innovateur, parce que faire des surfaces de bureau, ça veut dire juste faire quelque chose pour un standard pour pouvoir être vendu. Et puis tout le programme spécial avec toute la question de lumière qu'on devait traiter. Vous voyez là une idée de concours qu'on a développé, de dire on met le programme standard en haut, le plus haut, le plus loin du terrain possible, pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant au sous-sol et au rez. Vous voyez là, je ne vais pas maintenant vous expliquer toutes les différentes parties, mais vous voyez que c'est une sorte de millefeuille très complexe avec quelque chose dont on trouve ça hyper charmant, cette idée du Synaspeak qu'on n'a pas connu avant de venir pour ce concours. Je ne sais pas si vous êtes tous, j'imagine que vous connaissez tous l'idée du Synaspeak, mais de dire chaque communauté a le droit de dire pour nous, ça c'est important, ça c'est une construction ou infrastructure qui est importante pour le public. Et puis, si vous faites ça, vous avez droit à beaucoup de whatever, non? Et puis, ça fait que ça change complètement la possibilité de faire de l'architecture, non? Ça change dans ce sens que l'investisseur qui aurait jamais accepté de faire un millefeuille comme celui-là, il va l'accepter parce que de mettre cette fourrière là où, a priori, elle fait pas beaucoup de sens, non, ici, non, lui permet de faire une opération d'agrandir tout le programme en haut. Donc, ce projet nous a fait développer quelque chose qui va au sous-sol, qui s'intéresse à Breuer, qui fait un jardin qui est abaissé. Ça, c'est des visualisations de cet espace tampon du jardin au sous-sol, qui fait qu'au lieu d'avoir un bureau qui n'a pas vraiment un front vers la façade, à cet endroit, la ville aurait ces jardins avec une profondeur et une programmation de la musique qui aurait été intéressée.
intéressant. Bon, ensuite, le bâtiment, il continue en haut, il a plusieurs jardins, il y a des jardins au toit même, pour faire un grand bâtiment très complexe, mais toujours très contrôlé, très calme le long du périphérique. Encore, oui. Ouais. Oui, cette idée de Sinaspeak, on connaît pas, on n'a pas ça en Suisse, mais évidemment d'essayer de négocier, d'avoir des programmes publics pour peut-être faire avec un investisseur quelque chose d'autre. Ça, on a aussi, on a gagné un concours il y a quelques années pour un grand parking. C'est sur la zone de Dreispitz. Si vous étiez déjà une fois, c'est là, il y a hop là. Voilà. Le Schaugelager, par exemple, de Herzog d'Emmeron, où jusqu'à côté, maintenant, il y a deux interventions qui sont très connues. Une surélévation, rénovation de Beek, et à côté, la fondation Herzog d'Emmeron, avec une surélévation de logement jusqu'à côté. Et puis là, on a proposé un norme de rénovation et une addition, un parking très grand, avec d'autres programmes en plus, pour un parking qui est en fait trop grand. Mais pour un futur complètement inconnu et pour une zone de transition, un parking où on dit, oui, on peut aussi mettre des voitures, mais pour le futur, ça sera quelque chose d'autre. Ça, c'est le parking existant. On a proposé une sorte de structure, un pont là-dessus. Et puis, au futur, on pourra enlever ça et on aura un espace couvert qui est public, qui normalement on pourrait probablement pas construire. Et pour arriver à ça, on a pu, pas complètement, on a gagné le concours, mais il s'est quand même pas construit, convaincre le client que c'est une des grandes fondations, la fondation Christoph Meyer Stiftung, de investir un tout petit peu plus pour quelque chose, pour ne pas vraiment tuer le développement de cette zone qui est en pleine transformation, et de proposer une sorte d'effageage où on peut mettre des différents éléments, programmes, des hôtels, et avec une rampe qui mène vers le toit, et sur le toit aussi un programme public avec un parc, une sorte de belvédère comme icône pour cette zone de transformation. C'est pas complètement mort, mais c'est une situation éternelle de peut-être encore ça va se faire. C'est aussi le projet qu'on avait montré avec une grande maquette pour la Biennale de Chicago, entre autres. Et ouais. on est persuadé maintenant que si on avait le Sinaspeak à Bâle, ouais, on l'aurait construit. Ouais. Mais on l'a pas. Alors, le dernier numéro de projet HHF en France, c'est un concours qu'on a fait avec nos amis de Scalen à Toulouse. Vous connaissez peut-être le master plan de OMA pour la foire. Il s'agit de ce bâtiment ici. C'est un concours pas gagné qui nous a permis d'approcher un programme très complexe de nouveau. C'est des hôtels, c'est des infrastructures qui sont liées à cette foire. Et puis, bien sûr, c'est toujours des projets qui sont très beaux à développer parce que il y a la structure, il y a la grande portée, il y a des thèmes comme l'escalier avec lequel on a commencé, avec des arcs, avec la possibilité de s'imaginer un grand ensemble complexe qui reste peut-être le but pour nous de pourquoi on fait l'architecture.
on n'a pas gagné, ça va pas continuer, mais ce qui reste, c'est des amitiés, non? Alors parfois on se fait des amis, comme le bureau Scalen. Et puis, ce qui fait que je vais finir maintenant que depuis que j'enseigne à Karlsruhe, on fait des recherches sur des villes, sur comment réutiliser certains bâtiments très importants et puis des parties de villes. Et Toulouse sera le prochain. Toulouse fera partie de cette séquence. Et puis le printemps prochain, je vais débarquer avec les étudiants à Toulouse pour faire des choses similaires, comme ça c'est Kensotange, pour faire des recherches et puis des projets sur la ville dont j'espère que ça va continuer en France avec ça. Merci beaucoup.